une autre preuve de moi remarquable. C'était après une seconde de rechute, le calme et le sang-froid avec lequel il reçut au spectacle le feu de son assassin en entrant dans la loge. Il en fut si peu troublé qu'il se retourna aussitôt vers la reine, qui se trouvait encore en dehors, pour lui dire de ne pas effrayer, que ce n'était qu'une fusée qui venait de tuer dans la salle. Et il demeura sans émotion apparente tout le reste du temps. Certes, tout cela n'annonçait pas aux têtes faibles. Il est vrai qu'on pourrait opposer de ce choix la permanence du mal dans cette dernière année, s'il est certain qu'il ne prend de longs intervalles lucides. Georges III, si monarque, si honnête homme et si bien intentionné, a manqué péril plus d'une fois de la main des assassins. Sa carrière fournit l'exemple de plusieurs tentatives et je ne crois pas qu'aucun des coupables ait subi la mort parce que tous se sont trouvés en démence. Toute fanatique religieuse ou fanatique politique, la dernière tentative la plus fameuse est en 1800, je crois. Ce prince arrivé au spectacle, ce qui dans ce temps de crise était une espèce de fête qui répétait de temps à autre qu'on peut maintenir l'esprit public en entrant dans sa loge. Un homme de parterre, là, juste avec un pistolet d'arçon, et la balle n'épargna le monarque, qui, par ce qui se faisait en cet instant, put saluer le public qu'on juge du tumulte effroyable. L'homme ne chercha point à déguiser son forfait. C'était précisément le fanatique des Chambrun voulant amuler votre majesté, insinuant toujours qu'il n'avait eu d'autre but que la paix et le bonheur de son pays. Le jury est prononça aliéné et il fut condamné à la réclusion lors de mon excursion à Londres en 1814. Un hasard singulier m'a mis sous les yeux précisément cet assassin, l'esprit encore tout frais de la mission que votre majesté m'avait confiée l'année auparavant concernant le dépôt de mon cité et de les maisons de correction. Je viens ici de visiter ces mêmes établissements en Angleterre. Comme on me montrait Newgate dans le plus grand détail, j'entrai dans une salle où se trouvait un grand nombre de condamnés jouissant d'une certaine liberté. D'un de ceux qui frappa d'abord les regards de mon conducteur se trouva être Hadsfield, qui me nomma et dont je me rappelai aussitôt le nom. Lui demandant aussi ce serait l'assassin de Georges III. C'était lui-même, me dit-il, qui subissait à Newgate la réclusion perpétuelle à laquelle il avait été condamné pour sa folie. Je savais que, dans le temps, cette folie avait été pour le public, ainsi que cela arrive toujours, un objet de beaucoup de doutes et de grandes contestations. Il me fut répondu que Hadsfield était incontestablement fou, mais seulement par crise, que sa folie d'ailleurs était tellement douce qu'on le laissait aller. Les jeux ont vu sur sa parole et qu'il était le premier à indiquer qu'on fut attention et lui quand il sentait qu'ils sont maillés les répondre. Et alors mon conducteur l'appela. M'étant hasardé de lui faire quelques questions, il me reconnut aussitôt à mon accent peu français et me dit qu'il s'était beaucoup battu contre le Notre-Dame en Flandre. Il avait été chasseur ou dragon sous le duc d'York. Il emportait la marque, me disait-il, en me montrant plusieurs balafres. Et pourtant, ajoutait-il, il était loin de les haïr,
car ils étaient braves et n'avaient point de tort dans cette affaire. On avait été se mêler de leurs discussions qui ne regardaient qu'eux. Et il commençait à s'ennuyer beaucoup, ce qui porta mon conducteur à me faire signe et à le renvoyer. Il était là-dessus, sa cœur délicate, me dit le surveillant. Et peu quand les eut tenus, il serait devenu furieux. Mais je reviens à George III. Le sentiment dominant de ce prince était l'amour du bien public et le bien-être de son pays. Il lui a constamment tout sacrifié. C'est ce qui l'a porté à garder si longtemps M. Pitt, pour lequel il avait conçu une grande répugnance, parce qu'il en était fort maltraité. La crise est un des plus grands pour l'Angleterre, le Paris imminent, les talents de premier ministre supérieur. Il était donc nécessaire, à besoin de cette circonstance toute puissante sur l'esprit du monarque, M. Pitt, les gouverner avec dureté et sans aucun ménagement, à peine lui laissait-il à disposition de la moindre place. Un emploi venait-il à vaquer. Le roi avait-il à recommencer quelques serviteurs particuliers. Il arrivait toujours trop tard. M. Pitt venait d'en disposer. Et pour le bien de l'État, disait-il, pour le succès du service parlementaire. Si le roi témoignait trop de mécontentement, M. Pitt avait la phrase toute prête à toujours la même. Il allait se retirer et céder sa place à un autre. Arriva enfin une circonstance très délicate pour la conscience du roi, qui était fort religieux, l'émancipation des catholiques d'Irlande, à laquelle il se refusait avec obstination. M. Pitt insistait vivement, ici était engagé, disait-il, et il s'appuya de sa menace ordinaire. Pour cette fois, le roi le prit au mot. Et dans sa joie de se voir délivré, il répétait le jeu même à plusieurs qui venaient de se défaire de l'homme qui depuis 20 ans lui donnait de la corne dans le ventre. Est-il n'est peut-être pas inutile d'observer ici comme une singularité remarquable au sujet du mauvais traitement de M. Pitt pour le roi, qu'on a entendu dire à George III que de tous ses ministres, M. Fox, tant accusé de républicanisme, et peut-être avec quelque raison, avait été celui-ci venu à la tête des affaires, lui avait constamment montré le plus d'égards, de déférence, de respect et de condescendance. Toutefois, tel était sur l'esprit du roi, ascendant de l'utilité publique, qu'en dépit de toute sa répugnance, il reprit M. Pitt au bout d'un an, en crut le temps que M. Pitt, en se retirant, avait eu adresse d'asseoir au ministère M. Harrington, sa créature, afin de s'y replacer bientôt sans obstacle. Mais il a été prouvé plus tard que M. Pitt avait été contraint de recourir lui-même aux intrigues pour renverser son successeur et d'obtenir son second ministère, qui d'ailleurs fut peu digne de lui. Il n'est plein que des désastres qu'il avait de reste tout provoqués. C'est le boulet victorieux d'Austerlitz qui la tua dans Londres. Le temps sape chaque jour davantage la réputation de M. Pitt, non dans l'éminence de ses talents, mais dans leur funeste application. L'Angleterre gémit des mots dont il a accablé et dont le plus fatal est l'école et les doctrines qu'il lui a léguées. C'est lui qui a introduit la police en Angleterre, familiarisé avec la force armée et commencé ce système de délation, d'embauche et de
neutralisation de toute espèce si complètement perfectionnée par ses successeurs. Sa grande tactique fut d'exciter constamment nos excès sur le continent et de les montrer ensuite comme un épouvantail à l'Angleterre qui lui accordait dès lors tout ce qu'il voulait. Mais vous autres, demandait l'empereur, que disiez-vous de tout cela? Quelle était l'opinion de l'émigration? Sire, répondis-je, nous autres, nous voyons tout et toujours dans la même lorgnette. Ce que nous avions dit le premier jour de notre émigration, nous le répétions encore le dernier jour de notre exil. Nous n'avions pas marché d'un pas. Nous étions devenus, nous demeurions peuple. Monsieur Pitt était notre oracle. Tout ce qui disait Louis Burke, Wyndham, et les plus fougus de ce côté nous semblait délicieux. Ce qu'objections leur adversaire abominable. Fox, Sheridan, Gray n'étaient pour nous que d'infâmes jacobins. Jamais nous ne leur avons donné d'autres épithètes. C'est bien, disait l'empereur, mais reprenez votre charge-toi. Ces princes vertueux, aimés par-dessus toute la vie privée et les soins de la campagne, ils consacraient le temps que lui laissaient les affaires à la couture d'une ferme à peu d'ennemis de Londres. Il ne retournait guère à la capitale que peu ces levées régulières ou les conseils extraordinaires qui nécessitaient les circonstances, étaient revenus aussitôt à ces champs où il vivait sans faste et en bon fermier, disait-il lui-même. Quant aux intrigues, elles demeuraient à la ville autour des ministres, et parmi eux, charge-toi beaucoup de chagrins domestiques. Il eut peu cette Mathilde, reine de Danemark, dont l'histoire est aussi malheureuse. Quand ces deux frères lui donneront beaucoup de contrariétés par le mariage, et ils n'avaient pas l'air d'être contents de son fils aîné. Les deux frères de George III étaient le duc de Cumberland et le duc de Gloucester. J'ai beaucoup connu celui-ci en société très privée. C'était le plus digne, le plus honnête et le plus loyal gentilhomme de l'Angleterre. Tout selon l'esprit de la Constitution britannique, n'étant que des lustres particuliers, totalement étrangers aux affaires. Oh, il parvint au roi qui l'un d'eux avait épousé ou avait épousé une simple particulière. C'était une grande faute à ses yeux. Il avait fait un si grand sacrifice pour ne pas le commettre. Il s'en fâcha beaucoup et comme il envoyait à ce sujet un message du Parlement contre celui de ses frères qui s'était rendu coupable. Voilà qu'il apprend que l'autre s'est évadé à Calais, peut en déclarer autant. C'était comme une fatalité, une véritable épidémie. Car on répondit aussi de tous côtés que l'héritier même du trône s'était marié secrètement. Quoi? Dit l'empereur. Le prince de Galles? Oui, sire, lui-même. Il partit son mariage quand on dirait étant trop peu sûr pour que je me permette de les hasarder, mais il fait sembler généralement reconnu. Il est vrai que le prince l'a fait de mentir plus tard, en plein parlement, pour l'organe de l'opposition, et dès lors, il faut le croire.